Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la prise en charge des sepsis et plus particulièrement dans cette première partie du repérage des situations à risque et de la prévention des infections. Une fois de plus, les informations que je vous partage viennent d'une reco HAS de janvier 2025. Pourquoi est-ce important de s'y intéresser en tant que médecin généraliste? Eh bien parce qu'on estime que le sepsis est responsable d'un nombre de décès supérieur au cancer du sein, de l'intestin et de la prostate réunis, parce que les survivants présentent des séquelles invalidantes et sous-estimées, parce que des mesures de prévention existent, et parce qu'environ 60 à 80% des sepsis sont d'origine communautaire, donc passeront potentiellement par la case médecin généraliste. Pour commencer, quelques rappels. Le sepsis est une dérégulation de la réponse immunitaire à une infection qui entraîne un dysfonctionnement d'organes, souvent fatal. C'est donc une infection associée à une défaillance d'organes. Et le choc septique, c'est un sepsis compliqué d'une défaillance hémodynamique. La recommandation de la HAS, elle détaille la prise en charge d'un sepsis en amont et en aval, et je vais m'intéresser en particulier à la place du médecin généraliste dans la prévention. Notamment, comment limiter le risque de sepsis en repérant les patients les plus à risque, en respectant un calendrier vaccinal qui aura certaines spécificités chez certains patients, et en renforçant les mesures d'hygiène. Les facteurs de risque de sepsis, je les ai listés là. Globalement, on les connaît, il n'y a pas de grande surprise. Je vais commencer par détailler les facteurs de risque cliniques. On considère que l'immunosénescence devient significative dès 65 ans, donc c'est assez jeune, chez des patients globalement en bonne santé qui ne comprennent pas bien pourquoi on les vaccine plus. Il faut bien comprendre que même s'ils n'ont pas d'antécédents particuliers, leur défense naturelle commence à perdre en efficacité et en rapidité, et c'est la raison pour laquelle ils ont un calendrier vaccinal particulier. Le score de fragilité clinique, il a peu d'intérêt en pratique clinique. Je vous mets là une version simplifiée que je vais trouver. Globalement, les questions à se poser sont: est-ce que le patient sort de chez lui tout seul? Si oui, est-ce qu'il se contente de marcher lentement ou est-ce qu'il fait de l'exercice? Et sinon, quel est son degré d'autonomie à domicile? Donc un score supérieur à 5, ça correspond à un patient qui ne sort plus de chez lui tout seul. La grossesse, le postpartum, les personnes en situation de handicap, le post-opératoire sont tous des situations à risque. Et les porteurs de dispositifs implantables aussi, bien sûr. Pour les déficits immunitaires, faites bien attention aux risques iatrogéniques des traitements, particulièrement les patients d'onco et suivis pour des pathologies inflammatoires rhumato-digestives ou en médecine interne. À noter que les immunothérapies ne sont pas immunosuppressives, donc il n'y a normalement pas de surrisque infectieux avec ces molécules. Enfin, toute comorbidité non immune, mais avec une insuffisance d'organes ou un diabète déséquilibré ou compliqué, ou alors une dénutrition, sont à risque infectieux augmenté. L'antécédence de sepsis, même isolée, c'est-à-dire chez un patient qui n'a aucun autre facteur de risque, est suffisamment pour considérer le patient est à risque de refaire un sepsis. En effet, comme on l'a vu tout à l'heure, le sepsis n'est pas juste une infection qui dégénère, mais une réponse immunitaire qui ne se régule pas bien. Donc un patient jeune qui a fait un sepsis ou un choc septique, même si on n'identifie pas de facteur favorisant type déficit immunitaire ou autre, il est à risque de refaire un épisode. Il ne faut pas se dire: tiens, il n'a pas eu de chance une première fois, il a fait un sepsis, mais il n'y a pas de raison que ça lui arrive une deuxième. Il est à risque. Et cela signifie notamment, comme on le verra tout à l'heure, qu'il va falloir lui proposer un calendrier vaccinal spécifique. Tout ceci nous amène à distinguer deux situations: les patients qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque et les autres. Et cette distinction, elle va nous permettre d'adapter la prévention, le dépistage et la prise en charge initiale des infections. On va se concentrer dans cette vidéo sur la partie prévention. Tout d'abord, il faut respecter le calendrier vaccinal. Je ne vais pas revenir sur les vaccins de l'enfant et de l'adolescent, c'est mis à jour chaque année en avril, et je vous ferai une vidéo plus spécifique là-dessus. Dans ce document assez touffu, il y a à chaque fois une section sur les populations spécifiques. Et pour le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, il y a un tableau qui présente les recommandations vaccinales dans les situations à risque les plus fréquemment rencontrées en médecine générale. Vous le trouverez en page 74 du calendrier 2025 si vous voulez les consulter plus précisément. Et en résumé, pour l'adulte, ça donne ça. Alors, j'ai pas repris les spécificités chez l'enfant. Je vous conseille de vous reporter au tableau complet si besoin, mais en général, ce n'est pas géré par le médecin généraliste dans ce cas-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un patient qui est immunodéprimé, c'est un peu la triple peine, car non seulement il est plus à risque de faire des infections et des infections sévères,
Mais en plus, il y a certains vaccins qui sont contre-indiqués, on pense bien sûr aux vaccins vivants atténués, et même si on les vaccine, ils peuvent ne pas répondre ou répondre moins bien à la vaccination. Donc ça explique qu'il y ait des schémas particuliers. Il y a 2 points que je trouve très importants dans ce tableau. Le premier, c'est que certains vaccins sont contre-indiqués dans certaines situations. Alors fatalement, la séroconversion d'un patient au VIH, on ne peut pas forcément l'anticiper, mais quand on a un patient chez qui on commence à suspecter un cancer ou une pathologie inflammatoire type rhumatisme ou MICI, principalement, le médecin généraliste, il est en première ligne et il doit vraiment avoir le réflexe, parallèlement au bilan diagnostique, de vacciner son patient ou de vérifier son statut vaccinal. C'est surtout très vrai pour le RER, car une fois que les traitements ont débuté, vous ne pouvez plus faire de rappel. Donc si vous avez la preuve que votre patient n'a pas reçu de dose après 1 an, ou si vous avez un doute, vous devez refaire au moins une dose de RER. Le deuxième point qui me semble important, c'est pour les patients qui ont subi une chimiothérapie. Cela va entraîner des altérations lymphocytaires durant plusieurs mois après la fin des traitements. Donc il faut les revacciner 3 à 6 mois après la fin de la chimio selon les vaccins, même si vous les aviez faits juste avant la chimio. Pour les patients de plus de 65 ans, la nouveauté c'est le vaccin pneumocoque par Prevnar 20 qui est à proposer systématiquement en une seule dose pour l'instant. Le vaccin VRS est recommandé mais non pris en charge pour l'instant, ce qui au vu de son prix limite grandement l'application des recours en pratique quotidienne. Pour les femmes qui viennent vous consulter en consultation préconceptionnelle, le RER et la varicelle sont des vaccins vivants qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc il faut y penser et si besoin les mettre à jour en évitant toute grossesse dans le mois qui suit la vaccination. Pendant la grossesse, la vaccination coqueluche elle est maintenant réalisée à chaque grossesse à partir de 20 semaines d'aménorrhée et 4 semaines avant l'accouchement, donc max 36 semaines, mais c'est un peu joueur d'attendre 36. Si le délai de 4 semaines n'est pas obtenu, il faut mettre en place une stratégie de cocooning avec vaccination de tout l'entourage en contact étroit avec le nouveau-né. En ce qui concerne le VRS, il y a 2 types de protection pour le nouveau-né. Vaccination de la mère entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée entre septembre et janvier. Donc ça va protéger les enfants qui naissent entre octobre et février. Cette vaccination, elle ne sera réalisée que pour une seule grossesse. Donc pour les autres grossesses ou pour les femmes qui refusent ce vaccin, il faut proposer une dose de Beyfortus entre mi-septembre et fin janvier pour le premier hiver de l'enfant. Le Beyfortus n'est pas un vaccin, mais une immunisation passive, par injection d'anticorps. C'est une protection qui dure environ 5 mois et il faut faire l'injection le plus tôt possible dans la période épidémique. Pour les enfants nés en fin d'année ou en tout début d'année, on peut même leur refaire une dose pour le deuxième hiver en septembre. On a parlé des âges extrêmes, de la grossesse et de certains déficits immunitaires. Pour les autres facteurs de risque, chez l'adulte, il faut vacciner contre le pneumocoque, le méningocoque, Pneumophilus, la grippe et le Covid. Et chez l'enfant, en plus du calendrier habituel, il faut insister sur les vaccins non obligatoires, à savoir le rotavirus et la grippe. Concernant les règles d'hygiène, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais on ne le mentionnera jamais assez à nos patients, surtout en période épidémique, surtout les plus fragiles, notamment quand on va voir son médecin en pleine période hivernale. Il faut porter un masque en salle d'attente, dans les lieux fréquentés, type supermarché, transport en commun, se laver les mains très régulièrement, se laver les dents 2 fois par jour. Sevrage des différents toxiques, le tabac notamment va favoriser les infections pulmonaires et l'alcool favorise toutes les infections par baisse de l'immunité. Donc pour résumer cette première partie, il faut bien distinguer 2 situations selon que votre patient présente ou non des facteurs de risque de sepsis. Pour prévenir les infections, il faut respecter le calendrier vaccinal adapté à la situation de votre patient et rappeler les règles d'hygiène. Je n'en ai pas parlé car ce sont des situations exceptionnelles, mais très rarement, on envisagera une antibioprophylaxie, sachant que chez les patients à risque, notamment pour certains traitements ou en post-splénectomie, ces prescriptions sont gérées par le spécialiste. Et chez les patients qui ne présentent pas de facteur de risque de sepsis, le but de l'antibioprophylaxie, c'est pas de prévenir le sepsis, mais le confort du patient et la limitation de l'antibiothérapie curative répétée. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous invite à regarder la 2e vidéo qui va détailler la prise en charge pendant l'affection puis après. Merci.